Et donc, vu qu'on rentre dans un monde qui est fluctuant, on va avoir des crises qui vont nous tomber dessus. Et on ne pourra pas anticiper ce qui est dans la grande vague de domino va s'effondrer. Et donc, il faut justement qu'on arrive à rendre nos sociétés plus robustes, plus simples, la chaîne de domino un peu moins compliquée, mais qu'on intègre aussi des réflexes de l'entraide. Et la seule façon d'intégrer des réflexes de l'entraide, c'est de remplacer une partie de nos institutions de la compétition, parce que c'est ça le mot-clé, le mot institution, par des institutions de l'entraide. Je pense que l'institution de l'entraide principale qu'on a dans ce pays, c'est la sécurité sociale. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour ce déjà 4e épisode du podcast Désirable, le podcast qui crash teste des idées, des solutions pour la société et pour la planète. En gros, on l'a voulu comme une boîte à outils qui recense, qui décrypte diverses initiatives en tout genre. Cet épisode, on le diffuse et vous le regardez sûrement en début d'été. Ou en plein d'été, il va faire déjà chaud, on va peut-être atteindre les 34-35 degrés. Et imaginez si un jour, un été, on atteint les 47, 48, voire peut-être 50 degrés. Qui sait, même en plein Paris, ça pourrait arriver. Vous l'avez compris, durant cet épisode, on va parler de changement climatique et on va parler plus précisément de la question de l'adaptation au changement climatique. Et pour en parler, je reçois mon invité. Bonjour, Iliane Moundib. Donc, vous êtes ingénieur de formation, consultant spécialiste de résilience climatique. Vous avez écrit le livre sorti en 2024, S'adapter fake or not, très accessible. Je l'ai parcouru, il est très très accessible. Il est à adresser à tout le monde. Vous proposez dans ce livre une sorte d'adaptation solidaire au changement climatique basé sur la solidarité, les communs. On va y revenir assez longuement durant cet épisode. Et on va voir si ce que vous proposez, ça tient la route. C'est un peu le but de ce podcast. Vous allez essayer de convaincre. Je donnerai une note à la fin. Pas de note ici. Pas de note. Tout le monde a la même note. Commentaires, ça fait des commentaires, ça fait remonter l'algo. Voilà, exactement. Si vous voulez mettre une note en passant sous la vidéo YouTube, n'hésitez pas. Donc, on va parler longuement de ce que vous proposez, mais d'abord, on va se faire un peu peur. On va établir le constat. La France s'est déjà réchauffée 1,7 degrés, si je ne dis pas de bêtises. L'accord de Paris a fixé l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Ça va être compliqué, non, de rester en dessous des 2 degrés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Très, très beau cadre, en tout cas. Et on va essayer de balayer ce sujet de l'adaptation de la façon la plus pédagogique possible. Et puis, essayer de montrer qu'il y a une autre adaptation qui est possible, en dehors de celle à plus 4 degrés, qui, en gros, serait une forme de mise en sécurité sociale des communs et des besoins. Et oui, effectivement, vous l'avez bien souligné, on va avoir 2-3 choses à gérer. Beaucoup de choses à gérer. Dans l'introduction, vous l'avez bien souligné, on va avoir des étés de plus en plus chauds et on va avoir aussi d'autres conséquences qui sont liées directement aux impacts du changement climatique. Vous avez dit aussi que la France s'est déjà réchauffée de plus 1,7 degré. C'est exact, et puis peut-être que là c'est même déjà un peu plus parce que ça va de plus en plus vite, on est sur une accélération exponentielle. 1,7 degré en France, c'est 1,3 au niveau mondial. Vous avez aussi souligné que l'accord de Paris, c'est 2 degrés. Et vous avez oublié un objectif, parce qu'il est mort, c'est le 1,5 degré. Oui. Pourquoi ce 1,5 avait été défini ? Il avait été défini parce que c'était un seuil sur lequel énormément d'îles allaient connaître une submersion marine. Et en fait, on a déjà dépassé cet objectif, malheureusement, ou en tout cas, on va le dépasser dans la décennie qui vient, avant 2030. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en train de dépasser un seuil où des points de bascule pourraient se déclencher. Le 2 degrés, il a été défini. Pourquoi ? Il a été défini parce que les scientifiques nous ont dit, grosso modo, qu'au-dessus de 2 degrés, on a une probabilité qui devient vraiment significative de déclencher un certain nombre de points de bascule. Les points de bascule, peut-être certaines de vos auditrices et de vos auditeurs sont familiers avec ce concept, d'autres non, ça dépend. Il faut penser au permafrost, par exemple. Le permafrost, c'est un sol que vous avez gelé, notamment en Sibérie, au Canada, par exemple. Et ce sol-là, en fait, il va
contenir un certain nombre de micro-organismes. Et ce sol, quand il va se dégeler, ces micro-organismes, ils vont retrouver une activité biologique et ils vont générer du méthane en particulier. Ce méthane, c'est un gaz à effet de serre. Et donc, c'est pas plus bon. vous chauffez, plus le méthane sort, plus vous réchauffez l'atmosphère, plus vous refaites chauffer votre permafrost. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Ça ne veut pas dire qu'elle est bénéfique, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui s'auto-entretient. C'est un cercle vicieux, quoi. Exactement. Et vous l'avez pour plein d'autres phénomènes. Vous l'avez, par exemple, autour de la... Donc ça, c'est un des points de bascule, le permafrost. Vous en avez un autre qui peut être ce qu'on appelle la savanisation de l'Amazonie, c'est-à-dire que l'Amazonie, c'est la grande forêt que vous avez sur toute l'Amérique latine, sur une grande partie en tout cas, et c'est notre plus grand puits de carbone. Sauf que si on dépasse certaines conditions de sécheresse, d'humidité, et qu'on a une déforestation notamment qui s'accélère, aujourd'hui elle diminue depuis le départ de Jair Bolsonaro, mais on peut avoir des phénomènes où on a une sécheresse qui s'installe très fort sur une partie de l'Amazonie, et en fait elle finit par déraciner des arbres, et vu qu'il y a moins d'arbres, la sécheresse elle se propage, etc. Et donc, vous pouvez avoir un point de bascule qui transforme une partie de l'Amazonie en savane, et donc un relargage très important du carbone qui est séquestré dans ces arbres-là. Et donc, en fait, vous avez peut-être entendu cet objectif de l'adaptation 4 degrés. Donc, pour dire ce que c'est. Ce que je vous propose, c'est peut-être de rester sur la situation. Après, on parlera de cette idée d'adaptation. Mais si on prend les tendances qui se dessinent, le monde se dirigerait vers un réchauffement de plus 3 degrés. En France, on parle de plus 4 degrés, donc un réchauffement plus important. Est-ce qu'on peut déjà essayer de se demander à quoi ressemblerait la France s'il fait plus 4 degrés par rapport à aujourd'hui? Il y a la France 4 degrés, ou en marche vers 4 degrés, c'est une France où on va avoir 3 saisons supplémentaires qui va se rajouter. La bonne métaphore, et là je montre à l'image pour ceux qui sont en vidéo, vous avez décrire pour ceux qui sont en podcast. Les petites pancartes. J'aime bien mes pancartes, Très bien. Il faut comprendre la France comme une salle de bain, si vous voulez, avec 3 choses défectueuses. C'est-à-dire dans la salle de bain, on a un problème, on a notre radiateur qui est cassé. Et notre radiateur, en fait, en France, il est sur la partie sud-est, d'accord ? Donc, on voit sur le schéma que dans la France 4 degrés, tout augmente en termes de température. Quand vous êtes en rouge, à peu près, rouge-orange, vous êtes à plus 4 degrés. Mais vous avez, par exemple, toute la partie des montagnes, les Alpes et le sud-est du pays qui se réchauffent plus vite. Le sud se réchauffe plus vite. Ça veut dire que dans la salle de bain France, notre radiateur cassé, qui est, du coup continue d'augmenter la température, il se situe au sud-est. Ça, c'est la France du trop chaud. C'est la première saison qui va se rajouter par rapport aux 4 saisons qu'on connaît. C'est-à-dire, pour aller très vite, on aura maintenant dans notre été une période où on aura des températures équivalentes à celles qu'on a pu connaître pendant la canicule de 2003, pendant 5, 10, 20, 30, jusqu'à 2 mois sur cette trajectoire-là. Et chaque été, on aura du coup cette période qui, en moyenne, va se rallonger et aller sur des extrêmes plus hauts. C'est la première conséquence. Ça, c'est la France du trop chaud. Les 2 autres saisons qu'on a en plus, c'est les saisons du trop sec et du trop d'eau. Alors, le deuxième problème qu'on a dans notre salle de bain, c'est qu'on a notre sèche-cheveux qui n'arrête pas de cracher, d'assécher tout. Et en fait, on ne peut pas le débrancher. Et ce sèche-cheveux, lui... Pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a aussi des personnes qui nous écoutent, on parle là des cumulations, je lis ce qu'il y a écrit, des précipitations en été. C'est ça. Ouais, exactement. Donc, grosso modo, ce sèche-cheveux, il va assécher une partie de la France. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de précipitations estivales en particulier. Surtout, on a la même quantité de précipitations au global, mais on va avoir en fait toute l'eau évaporée en plus qui va retomber d'un coup. Et des restructurations des précipitations. On va avoir notamment 2 territoires en France qui sont à côté du sèche-cheveux. C'est toute la partie du sud-ouest du pays, pardon. Tout ce qui est collé en fait à l'Espagne pour aller très très vite. Donc l'Aquitaine, donc les Pyrénées-Orientales, l'Aquitaine, effectivement. Tout ce qui est Catalogne française rapidement, et tout ce qui est Bretagne. C'est-à-dire qu'on va avoir un assèchement très important, et vous voyez qu'en fait, les précipitations moyennes en été, elles diminuent pour tout le monde. Ça veut dire qu'un certain nombre de productions agricoles, notamment la production céréalière, qui nécessite de l'irrigation ou un apport d'eau minimal en été, vont être très impactées.
J'imagine avec peut-être on parle de conflits d'usage potentiels. Ça va générer exactement des conflits d'usage de l'eau. L'excellent exemple de conflit d'usage de l'eau qu'on a connu, c'est sur l'année 2022. Sur l'année 2022, on a eu un certain nombre de communes, exactement dans le sud-ouest, qui ont été privées d'eau potable au robinet, parce que l'eau qu'on consomme au robinet, c'est une ressource locale, d'accord ? C'est pas un grand réseau. L'eau qu'on a, c'est l'eau des nappes phréatiques et des cours d'eau qu'on a à côté de chez nous, qu'on va traiter et ensuite qu'on va relarguer. Et en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que même dans le scénario où on reste sous les 2 degrés en France, l'année 2022, en termes de sécheresse, on a eu aussi les grandes incendies de Gironde, sont la moyenne à 2050. Ça veut dire qu'en fait, l'adaptation, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Même si on tient et on arrête les émissions de gaz à effet de serre demain matin, on se retrouve dans une situation où le changement climatique, on l'arrête, des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial évidemment, mais on ne revient pas en arrière. Et donc en fait, chaque pas qu'on fait, c'est un peu, on est dans le cratère d'un volcan et la lave s'élève et il va falloir qu'on fasse les pas le plus rapidement possible en espérant que cette élévation, du coup, elle s'arrête. Et donc en fait, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est arrêter progressivement que le volcan s'élève, et s'adapter, c'est monter le plus haut possible. Le dernier élément, peut-être, pour bien comprendre ce que c'est notre France 4 degrés. J'imagine qu'on va parler d'inondation, précipitation. Voilà. Ouais. Donc l'idée, c'est que la troisième chose qu'on a défait dans notre salle de bain, c'est l'eau qui s'échappe de la baignoire et on n'arrive pas à tourner le robinet, il est cassé. Donc on a le radiateur qui est cassé, le sèche-cheveux qui est cassé et le robinet qui est cassé. Elle est marrante cette métaphore. J'ai essayé de trouver un truc. Et du coup, par contre, notre baignoire, la prochaine fois je ferai mes figures et je mettrai ma baignoire, mon sèche-cheveux, mon radiateur. Les excès d'eau, ils sont plutôt du coup là ici sur le nord ou le nord-est. Donc région Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, l'Alsace, la Lorraine, Moselle, etc. L'Alsace-Moselle. Bref, et plus on descend un peu aussi sur le centre-est du pays. Mais même chose sur cette carte, et vous le voyez, et je le décris sinon pour les personnes qui ne nous voient pas, tout est bleu, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du cumul de précipitations en hiver partout. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le changement climatique, ça augmente la température. Donc ça, on l'a vu. Et cette augmentation de température, elle va augmenter 2 phénomènes en même temps. L'évaporation, donc l'eau bleue qui va se transformer en vapeur d'eau. 1 degré supplémentaire, c'est 7% de potentiel d'humidité en plus, c'est-à-dire d'air qui peut accueillir 7% d'humidité en plus. Et de l'autre côté, l'évapotranspiration, c'est-à-dire la transpiration des végétaux. Or, et ça c'est très important à comprendre, et les précipitations qu'on connaît sur un continent sont aux 2/3 dues à l'évapotranspiration. Donc ça, c'est la chose qu'on nous a très mal appris avec le cycle de l'eau, notamment à l'école. 2/3 des précipitations sur un continent, c'est notre végétation, en fait, nos arbres, etc., etc. Et du coup, si on évapore plus, cette eau, elle reste, mais elle est plus en état de vapeur. Et en fait, ce qui se produit, c'est qu'avec le changement climatique, on assèche parce qu'on évapore plus, et toute cette eau, elle ne retombe pas régulièrement. Elle retombe d'un coup plutôt sur la phase hiver. Donc, en été, il se rajoute une phase de trop chaud. À l'abord de l'été-printemps, il se rajoute aussi une phase de trop sec, on va perdre des précipitations. Et toute l'eau qu'on a accumulée, elle va retomber plutôt sur la phase fin de l'automne, début de l'hiver, ou pendant l'hiver en particulier. Par exemple, comme on l'a vu à Valence, etc. Donc en fait, on a ce double phénomène d'accélération du cycle de l'eau et d'augmentation des températures. Maintenant, on va essayer de parler de cet aspect solution. Qu'est-ce qu'on fait face à ce réchauffement climatique ? Grosse tâche, j'imagine. Donc, on parle d'adaptation. Peut-être essayons de rappeler qu'est-ce que ça veut dire s'adapter face au changement, au changement climatique. L'atténuation, c'est limiter nos émissions de gaz à effet de serre. D'accord ? C'est différent de l'adaptation. L'adaptation, c'est traiter les conséquences du changement climatique. Donc, quand on fait de l'adaptation, on doit se placer dans un scénario de réchauffement. On doit prendre un système, par exemple nos villes. Voilà.
et regarder ce qui se passe dans nos villes s'il y a plus 4 degrés en France. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner les modèles climatiques sur la ville de Paris, par exemple, et on va voir que telle ou telle partie de la ville va se réchauffer plus vite, en particulier parce qu'il y a la génération d'un effet îlot de chaleur urbain. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire ce qu'on appelle un risque climatique. Le risque climatique, c'est une roue. Et cette roue, elle se construit autour de 4 éléments. Le risque climatique, c'est d'abord des aléas climatiques. C'est la France du trop chaud, du trop d'eau et du trop sec. Et on a d'autres aléas climatiques qui sont le mix de ces différents aléas. Par exemple, on peut regarder un aléa climatique, ça peut être l'évolution aussi d'une production agricole. On peut transformer nos aléas, on peut les modifier pour en faire des évolutions de rendement sur n'importe quelle denrée alimentaire. On peut avoir des choses un peu plus compliquées comme ça. Les aléas climatiques, ça peut être les précipitations moyennes, les précipitations extrêmes. Ça peut être aussi des choses comme l'élévation du niveau de la mer. Ces aléas, ils vont exposer un certain nombre de territoires. L'exposition, ça veut dire quoi? C'est la localisation géographique dans laquelle on se trouve et comment cette localisation géographique va subir l'augmentation de l'aléa ou des aléas climatiques qu'on va regarder. Donc certains territoires sont plus exposés que d'autres à certains aléas. Exactement. Par exemple, la région parisienne n'est pas exposée à l'élévation du niveau de la mer pour aller très très vite. Mais par contre, elle est exposée au trop d'eau, au trop chaud et le trop sec. Il faudrait voir ce que ça articule en termes de système, sur le système qu'on analyse. Donc vulnérabilité. Voilà. Donc l'aléa et l'exposition, c'est deux notions, on va dire, purement climatiques. Bon, il y a des petits débats d'experts, l'exposition, on peut y rentrer d'autres choses, mais ces deux éléments purement, c'est le climat et les aléas climatiques qui vont définir le niveau d'exposition par rapport à un certain nombre d'aléas. Et ce qui est très intéressant en fait dans l'adaptation, c'est que on a deux autres éléments qui sont purement sociaux en revanche, qui sont la question de la vulnérabilité, c'est-à-dire à quel point mon système va être touché de façon plus importante qu'un autre parce qu'il a des caractéristiques de sensibilité et d'aménagement du territoire, des caractéristiques de fragilité qui augmentent le risque. Je donne un exemple, si vous êtes une personne âgée, vous êtes plus sensible aux effets du trop chaud en été en particulier. Donc vous êtes plus vulnérable. Et on a montré que finalement les personnes les plus précaires, les femmes, les personnes les plus âgées sont peut-être celles qui risquent le plus à ce réchauffement climatique, c'est ça? Alors ça c'est très vrai. Selon effectivement votre genre ou votre race sociologique, vous n'avez pas les mêmes ou votre classe sociale, votre niveau de richesse ou de précarité, vous n'avez pas les mêmes capacités d'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de façon individuelle, face au trop chaud, au trop d'eau, au trop sec, par exemple, quelqu'un de riche, au moment du trop chaud sur Paris, il va pouvoir partir à la campagne. OK? Ou de façon également il va vivre de base dans un environnement qui est moins imperméabilisé. Il y a un rapport de 1 à 10 sur le nombre d'espaces verts entre Paris et Aubervilliers. Or que quand vous êtes dans des espaces verts, vous avez une partie de l'énergie solaire qui vous arrive, qui est évapotranspirée. Et dans ce cadre-là, c'est une bonne chose, parce que du coup, cette énergie, elle ne va pas servir à chauffer le sol. Or, nos villes, et c'est d'autant plus le cas quand vous êtes dans un environnement très artificialisé, avec beaucoup de béton, c'est des radiateurs encore, mais qui s'allument qu'en été. C'est-à-dire, dans une zone où vous avez beaucoup de béton, vous pouvez avoir une différence entre plus 2 jusqu'à plus 6 degrés par rapport à la moyenne. Et cette différentiel de température, il augmente d'autant plus qu'il fait chaud. Et donc, en fait, on a nos villes, c'est des radiateurs qui vont chauffer en été d'autant plus. Et ça va chauffer beaucoup plus sur les personnes qui sont dans des environnements très imperméabilisés, très artificialisés et qui sont aussi d'autant plus impactés par les effets du trop d'eau. Parce que plus vous êtes imperméabilisé aussi, plus lorsqu'on vous verse une bassine de flotte sur vous, c'est la topographie qui va décider où est-ce que l'eau va dévaler. Et donc, sur la vulnérabilité ou la réponse, vous avez aussi des questions très importantes qui sont liées à l'aménagement du territoire. Cette vulnérabilité, du coup, c'est deux choses. C'est une caractéristique de sensibilité et une caractéristique d'aménagement du territoire. Et les réponses qu'on va donner, elles peuvent augmenter
ou diminuer le risque. Quand la réponse qu'on donne, elle diminue le risque, on parle d'adaptation. Quand la réponse qu'on donne, elle augmente le risque pour tout le monde, en général, on parle de maladaptation. Et on peut également, donc, on l'a montré tout à l'heure, le réchauffement climatique, le changement climatique peut toucher les populations les plus fragiles, les plus précaires. D'ailleurs, j'ai ce chiffre-là, en 2022, 70% des habitants de QPV indiquaient qu'il faisait trop chaud dans leur habitat, contre 56% pour l'ensemble des Français. Donc c'est un chiffre assez parlant. Mais on peut imaginer aussi que les politiques d'adaptation créent davantage d'inégalités parce qu'on se soucie uniquement d'une certaine frange de la population. J'imagine que c'est possible. Tout à fait. Effectivement, l'autre chiffre qu'on pourrait donner, c'est le nombre de précaires énergétiques qu'on a dans notre pays, c'est-à-dire des gens qui ont actuellement plutôt froid l'hiver, qui n'ont pas les moyens de faire la rénovation thermique, qui n'ont pas les moyens surtout d'allumer le chauffage suffisamment. Dans les quartiers populaires, effectivement, vous avez en général froid chez vous, ou vous avez une facture d'électricité qui a aussi beaucoup augmenté avec la guerre en Ukraine et les délires autour du marché européen de l'électricité, malheureusement. Mais est-ce que ce changement climatique est-ce que cette adaptation, peut accentuer justement ces inégalités? Alors, si on s'y prend mal, oui. Dans le sens où, en fait, aujourd'hui, on dit toujours que l'adaptation, on n'a toujours pas commencé. C'est pas vrai. Il y a une adaptation qui est en cours. Et cette adaptation en cours, c'est une maladaptation systémique. Prenons en gros, ce qui se produit, c'est que quand vous n'avez pas de planification de l'adaptation, les acteurs les plus puissants vont s'adapter, eux, et souvent à défaut de tout leur territoire. L'exemple très important qu'on a, c'est un exemple qu'on a dans le monde de l'agriculture. Aujourd'hui, on a des pénuries d'eau de façon de plus en plus chronique en été, et on a un secteur qui est le secteur de la production de céréales, qui est un des rares secteurs excédentaires dans la balance commerciale française. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que vu qu'on n'avait pas de planification de la bifurcation de l'agriculture, au moment en 2022-2021 où on a eu de plus en plus de sécheresse, ces grands céréaliers, ils ont été impactés les premiers. Et du coup, catastrophe. Et ils sont allés toquer à la porte du ministère de l'Agriculture et ils ont dit, il nous faut des retenues d'eau, il nous faut des méga-bassines. Et ces méga-bassines-là, c'est une solution de maladaptation systémique parce que vous avez du coup une ressource en eau qui diminue pour tout le monde, y compris pour les grands agriculteurs, les petits agriculteurs et les vivants. Et vous avez les grands qui du coup peuvent se permettre, pour eux que leur business model soit pas impacté, d'accaparer une partie de la ressource. Ça, c'est une forme de maladaptation systémique. En gros, vous avez une pénurie qui vient et vous êtes dans un dilemme du prisonnier géant où personne ne coopère. Donc vous aggravez la pénurie parce qu'avant vous aviez une ressource qui était à peu près disponible pour tout le monde, elle n'est plus pour tout le monde. Du coup, un des groupes va l'accaparer pour elle-même. Donc en fait, là, on est un peu dans une logique du plus fort de la guerre entre tout le monde, c'est ça. Et ça, c'est pas une bonne façon de faire pour s'adapter correctement. Si on n'a pas planifié, on va se retrouver que dans des logiques comme ça. Une autre forme de maladaptation systémique, c'est que si on n'a pas de planification de la rénovation thermique ou de désimperméabilisation très volontaire de nos villes en y incluant des trames bleues et des trames vertes, chacun va s'équiper de climatisation. Or, la climatisation, on sait très bien, elle augmente les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a des fluides frigorigènes dedans et parce qu'il y a un peu, même si on a un mix électrique très décarboné, d'émissions de l'électricité, mais surtout une climatisation, ça fonctionne comme une clim inversée. C'est-à-dire que ça va cracher du chaud en extérieur. Donc, c'est une source de chaleur locale qui augmente votre effet îlot de chaleur urbain. Et donc, en plus, on met plus de clim après parce qu'il fait plus chaud. Voilà. Et donc, vous avez une maladaptation systémique que l'on peut voir effectivement avec... Oui, les plus riches pourront s'équiper en climatisation, mais en fait, tout le monde va s'équiper de climatisation. Et donc, vous renforcez votre effet îlot de chaleur urbain et donc, vous augmentez le différentiel de température, donc vous rajoutez de la climatisation. Donc là, vous avez une autre boucle de rétroaction positive, mais sociale, on va dire, ou socio-économique. Et donc, aujourd'hui, cette maladaptation, si elle n'est pas organisée, on a une forme d'adaptation qui va du coup profiter à des intérêts particuliers, qui n'est pas organisée. Et si elle n'est pas organisée, elle augmente le risque à moyen terme pour le système donné et à court terme pour tout le monde. Et on va passer à cet aspect solution. Comment rendre une société, comment faire pour qu'une société soit plus résiliente, résistante face aux changements climatiques? Je sais qu'il y a un livre qui vous tient à cœur, que vous aimez bien citer, c'est L'entraide, l'autre loi de la jungle, par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. En quoi est-ce intéressant de parler de ce livre pour parler d'adaptation au changement climatique ?
Ouais, alors donc il y a deux choses à faire en termes de solutions systémiques. Il y a mettre en sécurité sociale l'accès à nos communs. Là, c'est plutôt la notion de robustesse qui vient avec le biologiste Olivier Hamon qui a théorisé ça. Et il y a la partie de l'entraide. Pour moi, la robustesse, c'est pour gérer les impacts qu'on connaît, qu'on peut anticiper, les cartes que je vous ai montrées en particulier. Et l'entraide, c'est pour gérer ce qu'on appelle les signes noirs. En fait, nos sociétés, il faut les comprendre comme des dominos très complexes. Vous avez un énorme champ de dominos devant vous. Et vous ne savez pas ce que ça va faire si vous en faites tomber un des dominos. Vous ne savez pas si tout va s'effondrer, s'il n'y a qu'un bout, etc. Peut-être les vidéos satisfaisantes sur YouTube ou Instagram, là où vous faites tourner le domino et il y a tout qui s'effondre. En fait, c'est un peu ça, nos sociétés. Elles sont dans un tel impératif de performance, d'efficacité, que en fait, à chaque fois qu'on optimise quelque chose dans nos sociétés, on crée des vulnérabilités et des fragilités. Et le paradigme qu'il faut mener à la base, c'est faire une planification de la robustesse, c'est-à-dire ajouter des formes de diversification par rapport aux formes d'uniformisation de la performance, c'est-à-dire que par exemple notre agriculture, on va y mettre de l'agroécologie, de l'agroforesterie, des formes d'hydrologie régénérative, c'est-à-dire qu'on va jouer sur la topographie de nos parcelles agricoles pour ralentir au maximum le cycle de l'eau en faisant des baissières, etc. Nos villes, on va les désuniformiser aussi en mettant des trames vertes et des trames bleues, c'est-à-dire des espaces qui sont capables de transpirer et de jouer un rôle d'éponge. Et on va avoir en fait ce chantier qui va se reproduire sur énormément de nos territoires. Et le grand enjeu de l'adaptation, c'est comment on rend nos territoires robustes, c'est-à-dire stables dans un environnement qui va devenir fluctuant et qui est fluctuant de façon irréversible. On peut le planifier parce qu'on connaît les impacts qu'on veut éviter à peu près. On peut par exemple faire une cartographie de la ville de Paris et regarder ce qui chauffe le plus et commencer à désimperméabiliser tout de suite les endroits qui chauffent le plus. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et donc ça, c'est la phase de planification de la robustesse. Et donc on en vient à cette idée d'entraide. Et l'entraide, c'est quelque chose de différent. Donc l'entraide, effectivement, il y a un livre qui est absolument génial, qui est le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Ce que montrent Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, c'est qu'en fait, en situation de pénurie ou de crise, ce ne sont pas les comportements de compétition qui dominent, c'est les comportements d'entraide. Deux exemples. Quand vous êtes un groupe humain et que vous avez une catastrophe qui vous arrive dessus, entre deux groupes humains, celui qui va survivre, c'est celui qui a les institutions de l'entraide les plus développées. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas des institutions de l'entraide les plus développées, au moment de la catastrophe, votre groupe va se tribaliser. C'est-à-dire qu'il y a un sous-groupe qui va se former et qui va accaparer les ressources en premier lieu et donc vous augmentez la pénurie. Et du coup, ce qui se produit, c'est que dans les environnements de pénurie ou de crise, vous avez en général, dans le vivant ou dans les groupes humains, c'est les comportements d'entraide qui vont sélectionner. Alors que ce qu'on nous apprend avec la sélection naturelle, c'est que plutôt que c'est les comportements de compétition dans le vivant et dans l'anthropologie qui dominent. Et ça, c'est plutôt vrai, mais uniquement dans des environnements où on a une relative abondance et une stabilité. En fait, il y a un cycle pénurie-abondance. Vous êtes dans une situation de pénurie, la pénurie sélectionne l'entraide. L'entraide permet l'adaptation au milieu et donc régénère une forme d'abondance. Et dans l'abondance, ce qui va se développer, c'est plutôt des comportements de compétition qui vont progressivement dégrader les institutions de l'entraide et avoir une prédation qui n'est non rationnelle, non soutenable, non durable sur le milieu, qui va recréer la situation de pénurie ou de crise. Si je donne un autre exemple, si vous prenez ça marche dans le vivant, si vous prenez deux arbres et que vous mettez ces deux arbres dans un environnement qui est riche et que vous déracinez l'un de ces arbres, vous allez voir que l'arbre qui est encore là, ses racines vont s'étendre sur le canyon du premier arbre qui a été déraciné, de l'arbre qui a été déraciné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos deux arbres, ils étaient en compétition. Alors, si vous mettez ces deux arbres dans un environnement qui est pauvre et que vous déracinez, là, vous allez voir les racines de l'arbre qui reste qui vont se rétracter. Ça veut dire que nos deux arbres, ils étaient en train de
coopérer, en fait. Et ça, c'est très important. C'est l'autre loi de la jungle, l'entraide. Et donc, vu qu'on rentre dans un monde qui est fluctuant, on va avoir des crises qui vont nous tomber dessus. Et on ne pourra pas anticiper ce qui est dans la grande vague de dominos va s'effondrer. Et donc, il faut justement qu'on arrive à rendre nos sociétés plus robustes, plus simples, la chaîne de dominos un peu moins compliquée, mais qu'on intègre aussi des réflexes de l'entraide. Et la seule façon d'intégrer des réflexes de l'entraide, c'est de remplacer une partie de nos institutions de la compétition, parce que c'est ça le mot-clé, le mot institution, par des institutions de l'entraide. C'est quoi ces institutions de l'entraide, justement ? Exactement, parce que ce qu'on arrive à voir bien, c'est des institutions de la compétition, hein, vous allez tous le trouver, le marché du travail, la lutte entre les podcasteurs sur YouTube, etc. Mais effectivement... Mais avec de l'entraide, autant sur le marché du travail, il y a Pôle emploi, France Travail, c'est une forme d'entraide. Une forme d'institutionnalisation. Une forme d'institutionnalisation, et le podcast, on s'entraide aussi. Et après, par exemple, c'est un très bon exemple. Par exemple, effectivement, à la base, France Travail, ça va être plus une institution d'entraide pour retrouver, mais à force de réformes pour aller vers la compétition, c'est plus devenu aussi un lieu de compétition. Un lieu de compétition et surtout un lieu un peu... comment le dire de façon un peu moins dure, on a des chômeurs qui sont très très contrôlés, on leur fait pas confiance, etc. C'est aussi une violence symbolique très très forte sur plein de choses. C'est un lieu d'entraide, mais qui à force d'être gangréné par la compétition devient un lieu où on intègre aussi des réflexes de la compétition. Et du coup, c'est quoi un vrai lieu d'entraide, justement ? Alors moi, l'institution d'entraide. Je pense que l'institution de l'entraide principale qu'on a dans ce pays, c'est la sécurité sociale, et on y pense assez peu. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale, elle naît exactement d'une situation de pénurie ou de crise. En 1945, après l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale, vous avez le Conseil national de la résistance qui va créer la sécurité sociale. Elle ne le crée pas par le génie d'un homme, Ambroise Croizat et le fonctionnaire Pierre Laroque. Elle le crée en fait en s'inspirant de choses qui existaient déjà dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'elle va généraliser un déjà là de l'entraide à ce moment-là pour sortir la santé et la vieillesse du marché. Donc des caisses ouvrières qui existaient par exemple, c'est ça ? Voilà, exactement, chez les syndicats des électriciens et gaziers. Avant 1945, il y a un très beau livre qui s'appelle de Nicolas da Silva sur la sécurité sociale qui s'appelle La bataille de la Sécu et qui explique un peu l'histoire des formes de sécurité sociale avant. Et avant, c'était plus sur des phénomènes de mutualisation, etc. Et donc, on va avoir vous avez plein de choses différentes en fait. Et on crée une sécurité sociale unique. Et ce qui est hyper puissant, c'est que en 1945, cette sécurité sociale, elle n'est pas gérée par l'État. Elle est gérée par les représentants des assurés eux-mêmes. Et en 1945, les caisses de sécu, c'est 3/4 de représentants des salariés et 1/4 de représentants des dirigeants d'entreprise ou du patronat, pour le dire de façon un peu plus militante. Et en fait, ça veut dire que vous avez 3/4 de représentants du salarié qui vont décider du taux de cotisation, de ce qu'on va soigner ou pas soigner, du niveau du chômage, de l'âge de la retraite presque, et de ce qu'on va investir dans l'appareil de santé pour le régénérer ou pas. C'est-à-dire qu'on va créer une sphère économique qui va marcher non pas sur la logique de la compétition, mais sur la logique des besoins. On a besoin d'assurer une retraite paisible, une vie paisible, une tranquillité sociale, comme Ambroise Croizat le disait, à un certain nombre de personnes, et donc on va se donner les moyens, et donc on va faire une institution de l'entraide comme ça. Et c'est quelque chose qui a intégré des réflexes d'entraide de façon très profonde dans la société française. Oui, c'est plus remis en cause aujourd'hui. Ça a été beaucoup tripoté, un peu comme, si vous voulez, une institution comme France Travail aussi, parce qu'il y a aujourd'hui, on n'est plus du tout, par exemple, sur un fonctionnement où c'est 3/4 des salariés qui décident et 1/4 des représentants du patronat. On est sur quelque chose de beaucoup plus à l'avantage des classes dirigeantes. Mais en gros, ce qui se produit, c'est qu'effectivement, on a un attachement qui se crée des Françaises et des Français autour de cette institution-là. Et cet attachement, il se matérialise aussi par des réflexes de solidarité et d'entraide qui sont plus développés. Si on regarde par exemple les travaux de Pablo Servigne, ils montrent que dans les sociétés où vous avez des institutions de l'entraide développées, vous avez des comportements de l'entraide qui sont plus développés. Plutôt, par exemple, vous faites une distinction entre les sociétés, on va dire, de tradition latine, donc latino-américaine et puis latine en Europe, avec les sociétés anglo-saxonnes. Donc plutôt solidarité dans les sociétés latines et compétition, c'est ça ? Vous avez moins d'institutions de l'entraide dans les sociétés anglo-saxonnes, par exemple le système de santé américain, et du coup vous remarquez aussi en corrélation
moins de comportements d'entraide spontanée. Mmh. Alors que dans les sociétés latino-américaines, vous avez beaucoup plus ça. Vous avez aussi un phénomène, l'entraide est beaucoup plus présente dans des sociétés qui sont plutôt pauvres ou dans des environnements qui sont plutôt précaires, parce que c'est une condition de survie. Et donc, quand vous êtes face à cette précarité, ces pénuries, vous avez des réflexes de l'entraide de base qui vont vous permettre de résister plus facilement aux catastrophes qui vont vous tomber dessus. Je trouve ça important de rappeler ce message dans une période où cette idée d'entraide est remise en cause. On entend pas mal de discours qui la remettent en cause dans les médias, etc. Je trouve ça bien de rappeler la pertinence de cette entraide. Et du coup, vous avez bien parlé de la sécurité sociale et de ce que cela apportait à la société. On pourrait imaginer que ce système s'applique à quoi aujourd'hui Voilà. La réponse, c'était votre premier épisode, peut-être avec Boris Tavernier. Et vous m'ôtez les mots de la bouche. Petit mot pour nos auditeurs et les personnes qui nous regardent. Si vous souhaitez vous informer sur cette question de sécurité sociale et plus précisément sur la sécurité sociale de l'alimentation, il y a un super épisode. C'était mon premier épisode avec Boris Tavernier. C'est un député écologiste très impliqué sur cette question de la sécurité sociale de l'alimentation. Pour tout comprendre sur ce sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à découvrir bien sûr ce premier épisode. Exactement. Et donc, en 30 secondes, comment ça marcherait la sécurité sociale de l'alimentation ? Déjà, il y a énormément de collectifs qui l'expérimentent un peu partout. Et l'idée dans sa version nationale, c'est qu'on aurait chacune 100 € par mois et par personne sur une carte vitale de la sécurité sociale de l'alimentation. Et en fait, c'est ça, cet argent-là, on ne pourrait le dépenser que chez des producteurs conventionnés. Et comment on conventionnerait des producteurs plutôt qu'un autre ? On ferait des caisses de sécurité sociale de l'alimentation dans plein de communes. Et en fait, on aurait des représentants des mangeurs et des représentants des transformateurs et des producteurs agricoles, des paysans, et on déciderait ensemble des critères de conventionnement. Et donc, par la démocratie, vous pouvez choisir de conventionner uniquement des productions qui font de l'agroécologie, des productions qui sont robustes, en fait, pour reprendre le concept de la robustesse. Et par ça, en fait, dans la version nationale, vous créez une alternative, vous créez un marché protégé pour l'alternative, exactement comme vous avez un marché protégé sur la logique d'intérêt général quand vous consultez un médecin, vous avez de la monnaie marquée sur votre carte vitale normale, et là on pourrait faire pareil pour l'alimentation. Donc en fait vous solvabilisez aujourd'hui un très grand nombre de producteurs agricoles et de transformateurs qui sont aujourd'hui marginalisés par la grande distribution, qui font des productions alimentaires sur des critères d'intérêt général, et plus vous avez réussi à faire quelque chose de développé, plus vous allez faire bifurquer le système vers ce réflexe de l'entraide. Et une fois qu'on a mis le pied dans la porte, on se dit mais on pourrait peut-être faire une sécurité sociale du logement, on pourrait peut-être faire une sécurité sociale de l'eau. Alors ça, il y a beaucoup de réflexions qui sont mises en cours sur la sécurité sociale du logement. Moi, je pense qu'il faudrait généraliser beaucoup plus la notion de logement social, c'est-à-dire qu'on ait en fait une partie du parc immobilier qui marche toujours sur les logiques qu'on connaît, mais une partie beaucoup plus importante qui marche sur des logiques de prix contrôlés et de gestion par rapport aux ressources des gens. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu moins développé. On pourrait penser à une sécurité sociale de l'eau, on pourrait penser à une sécurité sociale de la redirection écologique. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire si vous travaillez par exemple dans des mines de charbon ou dans des aéroports, il va falloir que vous puissiez peut-être bifurquer parce que c'est des secteurs qui vont disparaître ou qui sont peut-être en cours de disparition. On peut toujours débattre de ça. Et comment on fait ? On les réoriente par exemple une partie des travailleurs des aéroports vers le ferroviaire. En tout cas, c'est des grands éléments sur lesquels il faut réfléchir. Et la grande idée, c'est cette forme de mise en sécurité sociale des communs et des besoins. La mise en sécurité sociale des communs, c'est planifier la robustesse pour qu'on puisse encore avoir accès à ces communs, qu'on puisse encore avoir accès, toutes et tous, à de l'eau. Voilà. À de l'eau ou un sol qui permet une production alimentaire, donc à une alimentation de qualité, etc., etc. Et donc ça, c'est la question de la robustesse. Et la mise en sécurité sociale des besoins, là, c'est plutôt la notion d'entraide. C'est-à-dire comment on va planifier que toutes et tous, on ait un accès équivalent à tous nos besoins vitaux. Et si on a une forme de mise en commun qui nous permet d'avoir un accès
plus important à nos besoins vitaux, et ben on se retrouve dans des situations où on intègre des réflexes de l'entraide et on est plus capable de faire face tous ensemble aux différentes crises et pénuries. C'est ça la véritable adaptation de mon point de vue. Et qui dit mise en commun, sécurité sociale, de l'eau, de l'alimentation, etc., dit peut-être de l'autre côté rationnement, c'est-à-dire par exemple sur l'eau, empêcher de la part notamment de personnes plus riches une surconsommation d'eau. Ça passe également par une forme de rationnement. Alors moi, je ne suis pas hyper fan du mot de rationnement, puisque le mot rationnement est quand même vu pas trop... compris pas comme un rationnement pour les riches, mais un rationnement pour tout le monde. Le premier rationnement, c'est le ticket qu'on a sur le marché noir pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est par exemple ce que ma grand-mère m'expliquait, c'est que tous les souvenirs qu'elle avait de la période de l'occupation, c'était le marché noir, les tickets à avoir, et puis il faudrait tourner positivement, aller chercher le bout de viande, etc. Il faudrait tourner positivement ce terme. Surtout, pour moi, c'est absolument pas ça, en fait, la mise en sécurité sociale des besoins. C'est pas chacun un ticket pour manger, c'est-à-dire on garde une forme de liberté dans les consommations, sauf qu'on donne une alternative la plus développée possible sur des critères de l'entraide. C'est ça que je comprends, moi. Et donc, pour créer de l'entraide, il faut limiter la compétition. Et donc, pour limiter la compétition, il faut limiter, voire interdire l'accaparement, et il faut démanteler une partie des infrastructures écocidaires. Ça, c'est vrai, par contre. Et donc, effectivement, il y a un enjeu de rééquilibrage entre les institutions de la compétition et les institutions de l'entraide, dans un premier temps. Et ce rééquilibrage, il peut s'opérer, par exemple, pour la sécurité sociale de l'eau, il va nous falloir faire pas mal d'investissements pour remettre le réseau de canalisation à flot, parce qu'on perd 1 litre sur 5 et que ça fait aussi des problèmes sanitaires, parce que quand vous avez un réseau troué, que vous avez des excès d'eau, vous avez les eaux claires parasites qui peuvent intégrer un réseau de canalisation et donc augmenter la pollution de l'eau en général, d'accord ? Et pour faire ça, il faut financer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un modèle où l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que si vous voulez rénover tout le réseau de canalisation, vous allez augmenter votre facture d'eau pour tout le monde. On n'a pas un impôt qui est uniforme, en fait. Et du coup, l'idée, ce serait par exemple d'avoir, pour financer tous les investissements qu'on a besoin pour faire de la sobriété hydrique, d'avoir une tarification progressive, également comme si on a un impôt progressif. C'est-à-dire que ça coûte plus cher de remplir sa piscine que d'avoir les premiers mètres cubes d'eau. C'est expérimenté d'ailleurs par certains territoires, avec les premiers mètres cubes gratuits et après une tarification progressive. Exactement. Vous avez en général une deuxième tarification qui est au coût de revient du réseau et une troisième tarification qui va avoir pour objectif de compenser le reste. Et du coup, ça, c'est encore un déjà là qu'on a, et un déjà là de l'entraide. Et à chaque fois, c'est des choses qui sont en germe dans la société. Et ce qu'il faut comprendre avec l'adaptation, c'est qu'il faut croire en la théorie des claques. À chaque fois qu'on va prendre une baffe sur une crise, tout ce qui va rester debout, c'est nos institutions de l'entraide et de la robustesse. Ça veut dire qu'en fait, à force de prendre des baffes, ces deux-là, elles vont se développer de façon plus importante. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter pour empêcher tout ce qui bloque l'adaptation et la robustesse et l'entraide. Donc, il faut absolument qu'en fait, on les développe les plus vite possible pour que chaque baffe fasse moins mal que ce qu'elle pouvait faire. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique extrêmement positive, c'est-à-dire qu'en fait, on les visibilise jamais parce qu'on est sur un système médiatique qui marche par la peur, parce que la peur, ça fait vendre, mais on a des déjà là partout de l'entraide. Et ces déjà là de l'entraide, il faut absolument qu'on les généralise le plus vite possible, qu'on travaille surtout à les rendre les plus robustes, les plus larges étendues possibles, pour qu'en fait, à chaque fois qu'on ait une crise, on ait l'opportunité qu'elle gagne en échelle et qu'elle finisse par se généraliser au même niveau que la sécurité sociale de 45, par exemple. Et vous parliez du système médiatique qui marche par la peur. Justement, avec ce type de podcast, on est là pour montrer qu'il y a des alternatives, comme vous venez de le montrer. Je vais... Toi, tu fais un peu peur au début aussi, mais malheureusement... on est un peu obligé quand même de faire le constat pour avoir le propos complet. Ouais. Le temps file très vite, comme d'habitude, et c'était très intéressant. Mais il y a une question rituelle à ce podcast pour terminer, pour conclure. Si je vous laisse 1 minute pour essayer de convaincre de la nécessité de rendre l'adaptation au changement climatique plus solidaire. Ouais, je pense que fondamentalement, on est dans une société où
on n'est pas rationnel parce qu'on anticipe uniquement un futur qui serait linéaire. Or, la linéarité de ce futur, du fait du dépassement prolongé des frontières planétaires, est terminée. C'est-à-dire qu'on va marcher par rupture. On va avoir des ruptures. Et de toute façon, tout le monde le sent, d'ailleurs, dans ce que nous renvoient les médias, la façon dont se réorganise la géopolitique mondiale. Le futur n'a jamais été aussi dans l'histoire linéaire. Et donc, la seule façon d'anticiper un futur qui n'est pas linéaire, c'est d'anticiper les risques, de les anticiper rationnellement, voir ce que le climat va faire, et essayer d'anticiper ce qu'on appelle ces rhinocéros gris, donc les conséquences attendues et qu'on peut modéliser, anticiper, mais aussi avoir une idée de ce qu'on appelle les signes noirs. Les signes noirs, c'est grosso modo le Covid, c'est-à-dire des événements dont on ne peut pas prédire qui vont se déclencher à un instant T. Par contre, a posteriori, on peut expliquer pourquoi. On peut expliquer que le Covid, c'était dû au fait notamment qu'on a une très forte homogénéisation du vivant qui fait que les virus se mutent beaucoup plus facilement et qu'on a une très très grande interconnexion du monde entier qui fait que ça se diffuse beaucoup plus vite. Et donc ça, il faut qu'on en arrive à les anticiper. Et une fois qu'on arrive à anticiper ces éléments-là, il faut qu'on arrive à se doter d'institutions qui permettent d'intégrer rationnellement le risque. Et c'est ça l'adaptation. C'est intégrer rationnellement une dérive qui est en partie irréversible et dont il faut limiter les conséquences pour pouvoir rester en contrôle des différents signes noirs. Et donc, c'est un projet de société absolument immense qui s'appelle « Rentrer dans le 21e siècle ». Et le 21e siècle sera un siècle qui va être fluctuant et qui va trancher avec des mondes plutôt stables, on va dire écologiquement, dans le passé. Et donc, dans le monde fluctuant, on fait de la robustesse, on fait de l'entraide, on fait une mise en sécurité sociale des communs et des besoins. On a parlé un peu plus de 45 minutes. Je pense qu'on aurait pu tenir 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je suis un peu long, ouais. Non, mais dans le sens où c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce qui Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire aussi. Ça fait aussi des commentaires pour la vidéo. Et c'est bon pour l'algo, comme vous le dites. Donc, n'hésitez pas à laisser vos impressions et à soutenir ce podcast. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci.